Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Vous portez sûrement des sneakers, mais est-ce que vous connaissez les sneakers Umoja ? Nous accueillons aujourd'hui Dieveil Ngoubou, cofondateur de la marque. Sans aucune connaissance en mode mais bien décidé à transmettre le savoir-faire artisanal de l'Ouest africain, Dieveil lance la première marque de sneakers 100% végétale, biodégradable et sans plastique. Un savant mélange entre artisanat, innovation et éco-responsabilité. Plus qu'un e-commerce de chaussures, Umoja est une start-up avec des valeurs fortes et un impact environnemental et social. En pleine levée de fonds, Dieveil espère que le succès de Umoja séduira les investisseurs afin de remplacer la fast fashion par la slow fashion. En tout cas nous, on a été séduits par le discours de Dieveil. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dieveil, merci beaucoup de nous rejoindre pour un nouvel épisode de Plein Phare. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter Umoja s'il te plaît ? Bonjour à tous les deux, merci déjà d'avoir pensé à moi et ça me fait plaisir de pouvoir être là aujourd'hui avec vous. Je suis Dieveil Ngoubou, cofondateur de Umoja. Umoja, c'est une aventure qui a débuté, on va dire, en 2017. À l'époque, j'étais étudiant en dernière année de droit à l'UBO. Je suis un ubéiste, beaucoup vont sans doute se reconnaître. Et je me rapprochais de la fin de mes études, je n'arrivais pas à me retrouver dans ce que je faisais. J'avais besoin, on va dire, de nouveaux challenges. À partir de ce moment, j'en parle à un ancien ami de fac que j'avais rencontré 10 ans auparavant, Lancine Koulibaly, qui lui était en fac d'économie. Et lui, il avait terminé ses études juste un an auparavant et il avait commencé à travailler dans les assurances à Paris. Je lui en parle, je lui dis que j'aimerais bien me lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais pas trop dans quel domaine, mais j'aimerais bien. Et il était un peu lassé de la vie métro-boulot-dodo parisienne, on va dire le classique. Et là, il me dit, pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ? C'est vrai que là, je gagne plutôt bien ma vie. Je pense qu'il y a de belles perspectives d'évolution parce qu'il était dans les assurances. Il y a de belles perspectives d'évolution, mais j'arrive pas à me projeter. Et dans tous les cas, ça restera une belle expérience, peu importe ce qui va se passer. Et on a quand même la chance d'avoir des diplômes. On se lance, on va bien voir ce que ça apporte. Vu qu'on s'est rencontrés tous les deux à Brest, et lui, il avait des attaches avec la Bretagne, on s'est dit, on va commencer le projet à Brest. Moi, j'y étais déjà, donc lui, il a rapatrié, il est revenu en Bretagne. Et pour nous aussi, Brest, c'était une manière aussi d'avoir une certaine visibilité en tant que jeune entrepreneur. On s'est dit, dans une grande ville, on sera peut-être un petit peu fondu dans la masse, en fait. Ouais. À Brest, en Bretagne et tout. On pourra facilement avoir accès à certains médias, à un réseau pour se faire connaître. C'est comme ça qu'il décide de revenir à Brest. On se dit, on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne sait pas quoi, mais on va bien trouver. Et là, quand il revient à Brest, on discute. On est tous les deux du continent africain. Lancine est né et grandi en Guinée-Conakry. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Okay. Et là, il y avait aussi quelque part une envie de revenir vers le continent africain parce qu'il y a une dynamique qu'on sentait. Mais ça faisait plusieurs années qu'on n'y était pas retourné. Donc là, on se dit, on essaie d'y retourner pour voir. Peut-être qu'il y a des choses à créer, vu qu'on a aujourd'hui, on a un pied-à-terre, on a un peu cette visibilité, le fait d'avoir vécu en Europe, en Occident. Il y a des ponts qui peuvent être créés, peut-être avec le continent africain, on ne sait pas quoi. On fait un voyage de 2 semaines en Afrique de l'Ouest, parce que c'est la partie du continent africain qu'on connaissait bien tous les deux. Entre le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry. Ouais. Et là-bas, on découvre une multitude de choses dans plein de domaines, plein de secteurs d'activité. On se dit, il y a matière à creuser. Et là, de retour en France, on prend toutes ces idées. On essaie un petit peu de toutes les rassembler et puis de voir ce qui pourrait justement fonctionner assez rapidement. Et là, on avait découvert de l'artisanat textile en Côte d'Ivoire et au Bénin. On se dit, il y a quelque chose à faire avec ces artisans, en fait. Ils ont un très beau savoir-faire et aujourd'hui, on voit que les modes de consommation sont de plus en plus en train de bouger. Retour vers des modes de production plus ancestraux, du fait main, du local, du végétal, du bio. On se dit, ces artisans ont un réel savoir-faire, il manque de visibilité, on pourrait mettre de l'humain, justement, avec leur savoir-faire. On n'arrivait pas à trouver un produit pour allier ce savoir-faire. Et là,
On se dit, il n'y a pas besoin de faire d'études de marché, en fait. Il suffit juste de mettre le nez dehors pour voir que tout le monde porte des sneakers, des baskets, en fait. L'étude de marché, elle est là. À partir de ce moment-là, on se dit, il y a ce savoir-faire avec ces artisans, il y a la sneakers. Et si on essayait justement de transférer ce savoir-faire-là vers la sneakers, ça permettrait de créer un produit de mode intemporel avec ces artisans qui sont sur le continent africain. À partir de ce moment-là, on se dit, on y va, on va créer Umoja. C'est comme ça que tout débute. Est-ce que l'industrie de la mode vous plaisait déjà ou c'est que vous y avez vu là juste l'opportunité d'avoir un business qui marche? C'était plus par opportunité parce que l'industrie de la mode, à vrai dire, on n'y connaissait pas grand-chose, hormis peut-être se vêtir tout simplement, mais il n'y avait pas de réel intérêt. On n'était pas vraiment au courant de l'impact de cette industrie sur la planète et sur toutes les exploitations humaines qui étaient derrière. La vague de ce qu'on appelle mode éthique commençait à peine à arriver à cette période-là, je me souviens. Mais ça restait vraiment une niche en fait. Et vu que nous, on n'était pas déjà très férus de mode, ni vraiment très touchés par ce qui s'y passait, en creusant un petit peu plus, et c'est pour ça que je dis que c'était par opportunité, parce qu'on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec la sneaker. On regarde ce que les concurrents font, et nous, on va essayer de faire, de prendre à contre-pied en faisant ce qu'ils ne font pas. Et là, on voit qu'il y a énormément de matières de synthèse qui sont utilisées, matières de synthèse provenant principalement de l'industrie du pétrole. Ouais. Il y a beaucoup de cuir, mais du cuir justement avec une grande opacité. On ne sait pas d'où il vient, comment il a été fait, et qui derrière a un très 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 gros impact environnemental. Et là, on se dit, il y a peut-être quelque chose à créer parce que personne n'est sur le créneau du végétal. Il y a quelque chose à approfondir. On va essayer d'aller beaucoup plus loin que ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on essaie de faire une grosse R&D, j'ai envie de dire, en déconstruisant une paire de chaussures de sneakers, en regardant tous les matériaux qui composent cette sneakers, et puis d'aller trouver des alternatives végétales pour élément par élément végétaliser cette chaussure. On s'est dit que ça va nous apporter un avantage concurrentiel, parce que on vient déjà de Brest, de Bretagne, qui n'est pas une ville réputée pour la mode, parce qu'aujourd'hui en France, clairement, si on veut faire de la mode, il faut être sur Paris, il faut être dans les grandes villes. Parce que même aussi autour de nous, quand on regardait d'autres entrepreneurs, il y avait personne en fait qui était sur le segment de la mode et même de la chaussure. Donc là, on s'est dit, si on veut avoir accès à ce milieu-là, il faut clairement se démarquer, avoir un storytelling très fort. Ouais. Et aussi, nous, ça faisait aussi écho à une quête de sens en fait dont on avait besoin. C'est pour ça aussi que moi, j'ai arrêté mes études, que Lancine a quitté aussi son emploi. C'était aussi de faire quelque chose avec du sens qui allait nous parler. On fait un peu partie de cette génération altermondialiste qui a envie de justement changer les choses dans sa manière de consommer. Donc là, l'idée, c'était de proposer des alternatives aussi de consommation plus réelles et pragmatiques, sans greenwashing. Comme vous n'y connaissiez rien, est-ce que vous vous êtes entouré d'experts de la mode pour développer vos sneakers? Au départ, c'était très difficile. Très difficile. Encore une fois, le fait de venir à Brest et dans l'écosystème entrepreneurial brestois, c'est beaucoup de choses en rapport avec la mer ou la tech. Ouais. Donc, ce qui fait qu'en termes d'accompagnement, au départ, je ne vais pas vous mentir, on a été vraiment tout seul. Dans toutes les portes auxquelles on allait frapper, on nous disait à chaque fois, soit le projet est beaucoup trop avancé, parce qu'on avait, avant de créer la société, on avait déjà pris le contact avec des artisans, que ce soit en Afrique subsaharienne, des partenaires en France et au Portugal. On avait déjà réalisé des premiers prototypes des échantillons. Donc, tout seul, en fait, sans aucun accompagnement. Et à partir du moment où on souhaitait concrétiser le projet, on a essayé de frapper à plusieurs portes dans le bassin brestois et même breton. Et à chaque fois, c'était la même rengaine. Dans le secteur dans lequel vous vous situez, il n'y a pas d'accompagnement pour vous. Ou sinon, vous êtes un peu trop avancé au stade où vous êtes, il n'y a plus besoin de nous, en fait. Il suffit simplement de créer votre entreprise et d'y aller. Mais vu qu'on ne connaissait pas grand-chose, on s'est dit, on a déjà commencé à faire un peu tout seul, on va aller chercher le réseau par nous-mêmes. Et au niveau mode, il fallait forcément aller sur Paris. À partir de ce moment-là, Lancine, vu qu'il avait vécu quelques années à Paris, il avait un peu des échos de ce qui se passait. Donc on a postulé à pas mal d'appels à projets. À ce moment-là, encore une fois, vu que la vague de la mode éthique arrivait, il y avait pas mal d'appels à projets pour accompagner
des porteurs de projets qui étaient dans la mode responsable. Donc on a participé. Le premier appel à projet auquel on a participé, il me semble, c'était porté par Les Canaux. C'est une maison d'économie sociale et solidaire à Paris. C'est là-bas qu'on a pitché. On a rencontré des personnes qui étaient dans la mode depuis pas mal d'années, qui nous ont dit « votre projet nous parle ». Notamment, on a rencontré la première personne, c'est Ariel Lévy, qui est en train de fonder un label qui s'appelle Une autre mode est possible, qui cherchait à réunir justement des créateurs qui proposaient des alternatives de consommation un petit peu plus vertueuses. Quelques années auparavant, elle avait créé une marque qui s'appelle l'Herbe Rouge. Je crois que c'est l'une des marques pionnières de la mode éco-responsable en France. Et donc, elle nous a intégrés dans son label. À partir de ce moment-là, on a commencé à participer à différents salons, on a rencontré d'autres acteurs. Et vu qu'on avait réalisé des premiers prototypes, ça nous permettait de les exposer. Bien sûr, et aussi d'avoir une base email en fait. Ce qu'on avait fait, on avait pris un petit calepin. À chaque fois qu'on participait à des salons, on récupérait des adresses email. Et nous, ça nous permettait aussi de préparer un futur crowdfunding qu'on prévoyait. Parce qu'à partir du moment où ce réseau était en train d'être tissé, d'être mis en place, on avait des premiers prototypes qui existaient. On s'est dit, la société n'est pas encore créée. Là, pour avoir de la légitimité face à un banquier ou un financier, il faut lui montrer qu'on a déjà un produit qui se vend en fait. Il y a une clientèle. Ouais. Et donc, les banquiers sont de plus en plus frileux en plus. Exactement, il était déjà à l'époque. Puis dans la mode, c'est pas toujours le bon créneau pour les banquiers. Pas du tout. Donc là, l'idée, c'était de se dire, avant d'aller frapper à certaines portes, il faut déjà qu'on ait vendu au moins 10, 20, 50 paires de chaussures. Et l'idéal pour être visible, c'était d'aller sur une plateforme de crowdfunding reconnue. Le nom Umoja, on l'a prononcé à quelques reprises déjà. D'où est-ce qu'il vient? Qu'est-ce qu'il signifie? Umoja, c'est en langue swahili. C'est une langue d'Afrique subsaharienne qui a le plus de locuteurs sur le continent. On estime à environ 100 millions de locuteurs. Et vu qu'on voulait faire un projet justement en rapport avec le continent africain, on cherchait une langue qui puisse être, on va dire, quelque part fédératrice, qui puisse parler à un ensemble de personnes. On a opté pour le Swahili et Umoja signifie unité. Parce qu'on s'est dit, en lançant ce projet-là, c'est pas uniquement moi tout seul ou Lancine et moi, c'est avec plusieurs personnes autour de nous qu'on arrivera justement à proposer ces alternatives un petit peu plus vertueuses, si je peux me permettre du terme. Tu nous as parlé de crowdfunding, du coup, est-ce que c'est comme ça que vous avez lancé l'aventure Umoja? Oui, on a commencé cette aventure en crowdfunding. À partir du moment où on a commencé à tisser ce petit réseau, en parallèle, on a participé aussi à des concours d'entrepreneuriat sur Paris, en Bretagne. L'idée, c'était aussi de pouvoir récolter des fonds, des petits fonds pour nous aider à survivre, on va dire, avoir de la légitimité, consolider un réseau. Et lorsqu'on a constaté que ce réseau, on avait déjà un bon petit réseau, on s'est dit assez rapidement, il faut pas tarder, il faut aller sur le marché. Ça, je pense que c'est la chose qu'on a appris assez rapidement. Même si on a un produit imparfait, il faut aller rapidement sur le marché parce que ce sont les premiers retours des clients qui vont nous permettre de l'améliorer. Donc une fois qu'on avait cette base, on s'est dit crowdfunding. Et là, on s'est lancé sur Ulule. On avait aussi créé des pages sur les réseaux sociaux, plus le mailing qu'on avait fait. Je pense qu'on avait aux alentours de 500-600 personnes dans notre base de données. On s'est dit, on va se lancer en crowdfunding. L'idée, c'était de fonctionner en précommande. Donc là, en 2018, on lance un crowdfunding sur Ulule. L'objectif, c'était d'obtenir 100 précommandes. En l'espace de 30 jours, on a pu obtenir, je crois, pas loin de 160, ce qui correspondait à un petit peu plus de 15 000 euros. Et là, ça nous donnait une crédibilité, une légitimité face à un banquier de lui dire, bah regardez, en si peu de temps, on a réussi à créer une communauté en partant de rien. En plus, là, on a pu vendre 150 paires avec très peu de moyens de communication marketing. Donc, si vous nous suivez, on est capable d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est comme ça que ça a débuté. Et avec un produit qui est assez unique, puisque je crois que vous êtes les seuls ou à peu près les seuls à faire des sneakers uniquement végétales. Est-ce que tu sais d'ailleurs pourquoi personne ne s'était lancé sur le créneau avant? Est-ce que c'est par difficulté de conception? Est-ce que c'est par coût plus important? Ou est-ce que c'est juste que personne n'a vu l'idée avant vous? Je pense beaucoup lié au coût de conception. Parce que il y a aussi la disponibilité de la matière première. Sur un produit aussi complexe qu'une sneaker, il y a beaucoup de matériaux qui entrent dans la composition. Donc on ne peut pas trouver tous les matériaux uniquement dans une zone géographique. Ce qui rend le processus un peu plus complexe.
C'est beaucoup plus simple de faire des sabots, en fait. Là, on a juste du bois, on taille dedans, et c'est plus simple. Une sneakers avec tous ces matériaux-là, c'est très compliqué, et encore plus sur le segment du 100% végétal. D'ailleurs, nous, on l'a constaté, et en plus, en fabriquant en Europe, les prix explosent assez rapidement. Ouais. Et les marges sont très petites. Et je pense aussi à le fait que c'est un segment qui n'avait pas encore été testé auparavant. D'ailleurs, là, nous, on le voit depuis quasiment 1 an. Il y a de plus en plus de marques qui se lancent sur ce segment-là. Et en toute modestie, je pense qu'il y a beaucoup qui ont regardé. Bon, on arrivera sans doute au fur et à mesure de la conversation. Il y a beaucoup qui ont regardé ce qu'on a fait. Parce qu'on nous, on a une base en open source. On n'a pas hésité à mettre en avant tous nos partenaires, tous nos différents fournisseurs, en fait. Et ça a permis aussi à certains de voir que c'était possible. Je pense qu'il y a toujours un petit peu cette interrogation à partir du moment où personne ne se lance sur un créneau, de se dire est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable. Nous, on a été confrontés à cette difficulté avec nos partenaires au Portugal. Une fois qu'on leur a rapporté tous les matériaux pour faire cette chaussure 100% végétale, on leur dit allez-y. Ils nous disent non, en fait. Nous, on est dans la chaussure depuis plus de 20 ans. Vous débarquez en je ne sais d'où et vous allez nous imposer d'utiliser ces matériaux-là pour faire une chaussure. Parce qu'on a utilisé du chanvre, par exemple, qui est utilisé en paillage, en agriculture. On a détourné son utilisation en l'utilisant comme semelle de confort. Mais c'est des matériaux bruts qui sont pas spécialement adaptés aussi aux machines qu'on utilise dans l'industrie de la chaussure. Ce qui fait que beaucoup sont réticents. Et donc nous, on a dû convaincre ces différents partenaires en leur disant essayez, en fait. Essayez. Si ça fonctionne pas, ok, au moins on passe à autre chose. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Bien sûr. En fait. Donc on a essayé, on a vu que ça fonctionnait. Après, on a vu que d'ailleurs, il y en a pas mal qui se sont lancés sur ce créneau-là, comme nous. Moi, on a été précurseurs de quelque chose. Ouais. Et quels sont les avantages d'une sneakers végétale ? Tu disais tout à l'heure que c'était plus écologique, que ça n'utilisait pas du coup de plastique, de dérivés du pétrole. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ? D'autres avantages, on a fait quelques tests avec des podologues qui nous ont dit que, après c'est sans doute des tests à approfondir, j'ai pas envie de dire de bêtises, notamment vu qu'on est on parle du domaine médical. Il y a 2 podologues qui ont testé, qui nous ont dit que par exemple le fait d'utiliser des matières 100% naturelles pour des personnes par exemple atteintes du diabète, d'être en contact avec la matière, ça a énormément d'avantages. Il y a aussi le fait que par exemple on utilise du coton bio, c'est une matière très respirante en fait, qui n'irrite pas le pied. Après, quel autre avantage ? J'ai envie de dire, forcément pour la planète, parce que sur ces matières-là, on est sur des matières 100% biodégradables, en fait. Donc, ce qui fait qu'en fin de vie, pour l'instant, on n'a pas encore testé en laboratoire pour justement attester que notre chaussure est 100% biodégradable. Autant les matériaux le sont, mais la chaussure, on peut pas encore le certifier. Donc, en utilisant des matériaux biodégradables, en fin de vie, en fait, on sait comment justement ces matériaux vont finir. Ce qui n'est pas le cas justement des matières issues de l'industrie pétrochimique, parce qu'on sait que le plastique ou les matériaux dérivés du plastique ne sont pas recyclables à l'infini. Et est-ce qu'on peut faire des chaussures aussi techniques qu'avec des composés plastiques, justement ? Comme par exemple des chaussures de running ? Exactement, oui, tout à fait. Je pense. Après, il faudrait sans doute approfondir. D'ailleurs, on avait un projet qui était de faire une chaussure de running 100% végétale. Le projet, on l'a pas continué parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps ni de moyens financiers pour se le permettre. Mais pour moi, c'est possible parce qu'il suffit simplement de trouver des alternatives un petit peu plus techniques à ces matériaux qui sont utilisés dans la running. Je pense, par exemple, on peut utiliser le bambou qui peut être une bonne alternative, qui a des propriétés, je pense, techniques qui se rapprochent de certains matériaux de synthèse. Pour moi, c'est possible, mais ça nécessite quand même beaucoup de recherche et développement. Oui, bien sûr. Il y a une phrase qui nous a marqué sur votre site, c'est « Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout ». Et c'est la vision que vous partagez. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Pour moi, c'est en rapport avec le côté ancestral, sans tomber dans le côté un peu c'était mieux avant. Non, je vais pas rentrer là-dedans, clairement, parce que là, le fait de se retourner vers ces savoir-faire ancestraux qui sont perdus depuis pas mal d'années, parce qu'on est dans une ère de hyper-modernisme, tout est tech en fait. Et là, l'idée de revenir vers ces savoir-faire ancestraux, c'est de montrer aussi qu'il ne faut pas les oublier en fait. Et à une ère où on parle de plus en plus de sobriété,
Pour moi, c'est nécessaire en fait de revenir vers ces savoir-faire ancestraux parce que non seulement c'est des savoir-faire qui sont liés à l'humain, mais il y a aussi un côté environnemental très important. Donc, ce que le vieux voit assis, pour moi, ça fait écho justement à ce côté artisanat, sobriété et humain en fait. Revenir un petit peu plus vers l'essentiel. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de produire vos matières premières au Burkina Faso ? Le Burkina Faso, parce que au départ, l'aventure, on s'était dit l'Afrique subsaharienne. Parce que c'est l'endroit qu'on connaissait le mieux. L'Afrique subsaharienne, principalement de l'Ouest. Ouais. Vu que Lancine, il est originaire de la Guinée, moi j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc c'est l'endroit qu'on connaissait le mieux. C'est pour ça qu'on a opté pour l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest. Au départ, on a commencé avec des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et le Burkina Faso de tous ces pays, c'est le pays où il y a vraiment cette richesse artisanale qui est conservée depuis plusieurs années. Au contraire d'autres pays qui ont axé un petit peu plus leur développement vers l'hypermodernisme, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'artisanat textile traditionnel en place. Et le Burkina Faso, il y avait des artisans qui étaient mieux organisés, qui pouvaient produire en grande quantité, contrairement à ce qu'on pense en fait. Ils peuvent produire en très 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 bonne quantité pour suivre le rythme auquel on souhaitait. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le Burkina Faso et puis on a compris qu'il y avait un réel savoir-faire qui était maîtrisé mais en perte de vitesse. Il suffisait principalement de former un petit peu plus les artisans à revenir vers ce savoir-faire. Mais d'où le choix du Burkina Faso. Et tu disais tout à l'heure que les sneakers étaient produits au Portugal. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de les produire en Afrique ? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est compliqué. Il n'y a quasiment pas d'industrie. Je pense que c'est le continent qui a le moins d'industrie au monde et qui pollue le moins aussi. Au départ, on a fait des prototypes avec des petits artisans. Mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Parce que sur un produit aussi technique, faire tout à la main, d'autant plus qu'il n'y a pas ce savoir-faire de fabrication de chaussures. Compliqué de standardiser. Exactement. Ce qui a fait, on s'est dit, bah là, si on fait fabriquer ces produits-là avec ces artisans-là, non seulement on n'aura pas la qualité qu'on souhaite, mais en termes aussi de quantité, parce que si c'est un business qui explose derrière, ça va être très compliqué de pouvoir suivre. Donc, on ne pouvait pas le faire en Afrique subsaharienne, la partie de l'Afrique subsaharienne qu'on souhaitait. On a regardé du côté de l'Éthiopie. Aujourd'hui, en Éthiopie, il y a de plus en plus d'usines textiles et de fabrication de chaussures. Et de chaussures, oui, exactement. Mais qui sont tenues en grande partie par des industriels chinois, pour ne pas les nommer. Et il y a une très forte opacité dans ces usines-là, en fait, avec des conditions de travail qui sont pas forcément top. Exactement. C'est pour ça qu'on s'est dit, on ne va pas le faire en Afrique subsaharienne parce qu'il n'y a pas encore ce savoir-faire. On a regardé du côté de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie, où il y a ce savoir-faire. Mais c'était très compliqué niveau barrière douanière, tarifaire. C'est très compliqué. On s'est dit, on veut pas se rajouter trop de complications. Déjà, on a ce savoir-faire qui est basé dans un autre pays. Nous, on est basé à Brest. Ça va faire un peu trop. On va choisir la simplicité. D'où le choix du Portugal. On s'est dit, fabrication européenne, ça reste à proximité de la France. Donc, si au cas où il y aura un problème, on peut s'y rendre assez facilement. Et encore une fois, pour être pragmatique, il y a ce savoir-faire sur place, en fait. Donc, c'est très, très, très important d'aller là où se trouvent les savoir-faire. Ça évite des complications au niveau logistique et production. Et quitte à produire en Europe, pourquoi ne pas avoir essayé de produire en France ? Bonne question. Aujourd'hui, nos chaussures coûtent déjà un certain prix. Aujourd'hui, on a plus de 200 € sur certains modèles. Si on faisait fabriquer en France, ce serait minimum 300-400 €. Parce que faire fabriquer en France aujourd'hui, encore plus sur ce produit aussi technique et compliqué que la sneakers, ça a un coût. Et on peut pas se le permettre parce que notre niche, notre cible, c'est pas une cible qui achète des chaussures aujourd'hui à 300-400 €, par exemple. D'où le choix, justement, du Portugal. Encore une fois, pour des raisons pragmatiques et opportunistes. Justement, tu travailles avec une entreprise au Burkina Faso, on vient d'en parler, 5 entreprises en France, 3 au Portugal, on en a parlé à l'instant également. Si l'une d'elles fait faillite, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que la production s'arrête ? Non, la production ne s'arrête pas parce qu'encore une fois, pour être pragmatique, ça on l'a appris depuis qu'on est entrepreneur, on a appris que c'est important de diversifier justement les partenaires. Parce qu'encore une fois, l'idée c'est d'éviter d'être dépendant d'un seul partenaire. Et même nous, avec les personnes avec lesquelles on travaille au Burkina Faso, on a fait en sorte qu'elles ne dépendent pas uniquement de nous. Parce qu'en fait, le risque,
c'est qu'en dépendant de nous, si demain ça se passe mal pour nous, bah, elle aussi elle tombe. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec cette coopérative au Burkina Faso, en France 5 entreprises et au Portugal il y en a 2. Mais c'est des partenaires qui sont interchangeables, dans le sens où on peut trouver aujourd'hui d'autres partenaires que SCF qui fait des lacets, par exemple, d'autres partenaires que Reltex qui fait des semelles en caoutchouc et en lait DVA. Encore une fois, c'est important de ne pas dépendre d'un seul partenaire pour éviter justement qu'au cas où, même s'il y a un souci de production, on se retrouve ralenti ou totalement à l'arrêt parce qu'il y a un producteur qui n'arrive pas à suivre. Même là, aujourd'hui, il y a juste une seule usine qui fabrique nos chaussures, mais on a 3 autres usines dans notre carnet d'adresses qui sont capables de reproduire exactement les mêmes chaussures, en fait. Et en tant qu'entrepreneur, ça, on l'a découvert au fur et à mesure. C'est très, 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 très important de ne pas dépendre de ses fournisseurs. Sinon, c'est risque de faillite, clairement, au cas où il se passe quelque chose. Notamment avec les situations qu'on vit là, ces dernières années, avec le Covid qui est arrivé, la crise en Ukraine. Donc c'est important de pouvoir diversifier ses partenaires. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Clairement. Est-ce que tu peux nous détailler les étapes de création d'une sneaker Umoja ? Ça commence où ? Ça se termine où ? Les étapes de création, ça part déjà de la culture de la matière première. Là, on a du coton bio, du chanvre, du lin. La seconde étape, c'est l'assemblage, c'est rassembler toutes ces matières premières. Vu que c'est des matières qui viennent de différentes zones géographiques, on a la chance justement d'avoir des partenaires qui sont bien établis, qui sont justement capables de suivre la production. À partir du moment où toutes ces matières sont rassemblées, l'idée c'est de pouvoir les envoyer dans l'atelier de production au Portugal, qui auparavant a déjà reçu des dessins techniques justement pour la chaussure, parce que pour pouvoir réaliser déjà des prototypes, il faut des dessins techniques très précis. Dès qu'ils reçoivent toutes ces matières premières, ils réalisent des prototypes. Les prototypes permettent déjà de valider tout ce qui est design pour voir si ça correspond à ce qu'on avait en tête. Ensuite, tester toute la partie confort. C'est pour ça que la chaussure, c'est un produit... Au départ, quand on s'est lancé dans la chaussure, on s'était dit que ça allait être un produit assez simple, facile. Ça, on savait pas que c'était un produit. On s'est dit, ça aurait été beaucoup plus simple de faire un t-shirt, en fait. Et là, il y a tous les tests aussi avec les matières qu'on utilise, de voir en termes de résistance, si c'est adapté, parce que vu le prix justement que va mettre un client dans cette chaussure, faut pas que ça lâche au bout de 2-3 semaines en fait. Donc il y a tous ces tests mécaniques qui sont à faire aussi. Il y a aussi nous, porter, tester les chaussures, de voir comment on se sent dedans et autres. Et au bout de 2-3 prototypes, normalement le produit est validé. Une fois qu'il est validé, on fait des shootings photos déjà pour avoir de belles images. Et à partir de ces shootings photos-là, on va commencer à prospecter des magasins, des revendeurs. Et nous, on fonctionne principalement sur la précommande aujourd'hui ou en série limitée. À partir du moment où on a ce carnet de commandes, ce banc de commandes, là, on peut bloquer justement avec l'usine des dates de lancement de production. Comment ça se passe la précommande ? C'est-à-dire que vous mettez sur le site que votre sneaker va sortir d'ici 2 ou 3 mois ? Les personnes intéressées commandent et ensuite reçoivent la sneaker à ce moment-là ? Ou vous vendez aussi également sur un stock ? Aujourd'hui, la précommande, on le fait principalement en B2B. En B2B, c'est avec des grands magasins, des revendeurs. Avec les clients directement sur le site internet. La précommande, on n'en fait plus. On a un petit stock, justement, qu'on prévoit pour ça. Et à partir du moment où la personne passe sa commande sur le site, elle reçoit ça dans les 4-5 jours. On fonctionne en précommande uniquement qu'avec des magasins, mais pas avec des clients B2C. C'est beaucoup trop complexe comme modèle. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de sites e-commerce qui fonctionnent à la précommande comme ça pour éviter d'avoir trop de stock et d'envoyer uniquement ce qui est vendu. C'est pas quelque chose qui vous intéresse du coup ? Aujourd'hui, avec notre modèle, ce serait beaucoup trop complexe en fait. Ça prendrait trop de temps et on l'a essayé un moment. Et surtout aujourd'hui, nous on n'est que 2 dans l'équipe. On travaille avec pas mal de freelance. Et les entreprises qui se permettent de le faire aujourd'hui, ça reste plutôt des grosses... Quand je dis grosses entreprises, même des startups, il y en a une qui s'appelle Asphalt. C'est effectivement elle que je pensais. Ouais. Et ça, il y en a beaucoup qui nous ont dit pourquoi vous ne faites pas comme Asphalt. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que Asphalt, il y a au moins une 20aine de personnes dans leur équipe. Et ils ont aussi des fonds beaucoup plus conséquents que nous. Donc, ils peuvent se permettre certaines choses que nous, on ne peut pas faire aujourd'hui. D'accord. Tu disais que la mode éthique se développait depuis quelques années. Est-ce que c'est un
engouement réel qui se traduit par des vrais chiffres en termes de chiffre d'affaires, ou alors est-ce que c'est un peu comme les émissions culturelles de France Télévisions ou d'Arte où tout le monde dit qu'il les regarde, mais au final quand on voit les chiffres d'audience, c'est plus de l'intention que du réel? J'aurais répondu différemment peut-être il y a 1 an ou 2, mais aujourd'hui j'ai envie de dire, même au-delà de l'intention, c'est le marché a pas mal changé en fait, avec les différentes crises qu'on a connues. Et un produit réellement éthique, quand je dis un produit éthique, c'est produit dans des conditions humaines et environnementales plutôt vertueuses, il a un certain coût. Par exemple, un t-shirt éthique, pour moi, ça m'étonnerait d'avoir un t-shirt éthique à 20 ou 30 euros. Ça m'étonnerait. Parce que ça représente un certain coût. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent se le permettre. D'ailleurs, dans les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup de marques qui ont commencé éthiques, qui ont commencé quasiment en même temps que nous, même un peu avant, sont toutes en train de tomber, de fermer. Il y avait une marque pionnière qui s'appelait Les Récupérables, qui faisait de l'upcycling, qui fonctionnait plutôt très bien. Mais à notre grande surprise, j'ai vu qu'il y a 2-3 mois qui a arrêté, en fait. Parce que c'est un modèle qui est très très compliqué pour être rentable, en fait, l'éthique, purement éthique. Et aujourd'hui, bon, c'est un marché de niche, hein, mais moi, je vois autour de moi, beaucoup de gens ont envie de consommer un peu différemment, de manière raisonnable, raisonnée, mais ils ne sont pas prêts à mettre un certain prix justement dans ces produits-là, en fait. Et puis à côté de ça, il y a les marques de fast fashion, je pense à H&M, Célio, etc., qui se lancent sur des gammes pseudo-éthiques où ils mettent en valeur le respect ou le potentiel respect de l'environnement, des meilleures pratiques industrielles, meilleur respect de la main-d'œuvre, etc. Mais bon, dans les faits, c'est beaucoup de communication et pas forcément beaucoup de faits. Donc du coup, pour éduquer le consommateur, j'imagine que c'est un peu compliqué pour vous aussi et d'ailleurs, de lutter contre ça. Ce que vous dites, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on voit aussi il y a de plus en plus de marques sur le segment éthique qui sont en difficulté, parce que ces grosses enseignes-là, en fait, se sont appropriées aussi le segment de l'éthique. Ouais. D'ailleurs, j'ai été surpris à quelques jours de me balader dans une grande enseigne et de voir un t-shirt coton bio à 10 euros, en fait. Donc, je pense à un consommateur qui va avoir une marque éthique qui propose un t-shirt à 40 euros, coton bio, et une autre marque de fast fashion, coton bio, mais 10 euros. Le choix est vite fait, en fait. Bah ouais. Avec votre mode de production artisanale, est-ce que vous êtes limité dans votre croissance ? On n'est pas limité parce qu'on a réussi depuis plus de 4 ans, justement, à former des artisans, principalement au Burkina Faso, sur des processus de production. Aujourd'hui, on a une 50aine d'artisans qui arrivent à produire une certaine quantité. Après, c'est certain, on n'ira jamais au même rythme que Nike, Adidas. Le but non plus, c'est pas d'aller à ce même rythme-là, en fait. Parce que de toute façon, tu pourrais pas rester éthique avec un rythme de production tel que Nike ou Adidas. Exactement, clairement. Donc c'est pour ça aussi, en faisant le choix de ce mode de production, on s'est dit, on va arriver à produire un certain niveau pour atteindre une certaine rentabilité, pour essayer de développer la marque. Après, on sait qu'on pourra jamais aller à un certain niveau. Le but, c'est pas non plus de rentrer dans ce rythme effréné quand certains, ils sont déjà sur ce rythme-là, en fait. Pourquoi vouloir aller comme eux ? Tu parlais de rythme effréné, justement, dans la fast fashion, on est à 2, 3, 4 collections par an. Vous, la dernière collection, donc Magic, qui est en vente sur le site, elle date de 2022. Est-ce qu'il y a une collection prévue pour 2023 ? Pour 2023, il y en a une qui est prévue à la rentrée prochaine. Nous, le principe, c'est de faire 2 collections par an aujourd'hui. Depuis nos débuts, on fonctionnait à 1 collection par an. Mais aujourd'hui, vu que les processus de production sont maîtrisés, on peut aller sur 2 collections par an. Et là, pour l'instant, c'est suffisant pour produire en certaines quantités pour répondre aux demandes du marché. Mais on ne pourra jamais être au même rythme que d'autres marques de la fast fashion qui produisent vraiment un rythme hallucinant. 4-5 collections. Ouais. Surtout quand on sait que derrière, comment ça se passe. Parce que, en fait, le secteur de la mode, c'est un secteur très, très vicieux, en fait. Produire en grande quantité sans forcément pouvoir tout vendre, en plus. Et derrière, on sait comment ça finit. Bien soit seconde main, soit on brûle, on jette tout, en fait. Actuellement, vous êtes en levée de fonds. Comment ça se présente ? Et à quoi servira l'argent levé ?
Oui, en levée de fonds, l'idée c'est de pouvoir continuer à croître, à recruter aussi, parce qu'aujourd'hui on a clairement besoin de recruter des personnes qui seront spécialisées dans certains domaines spécifiques. Aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur brestois qui partait de pas grand chose, on est arrivé quand même à créer quelque chose de très solide, de très fort. Maintenant, l'idée pour continuer à croître, c'est là de pouvoir avoir d'autres personnes qui vont nous suppléer et pouvoir aussi attaquer d'autres marchés où il y a ce besoin justement d'avoir des produits comme les nôtres. Donc la levée de fonds, elle va servir à ça. Aujourd'hui, elle se présente plutôt bien. L'objectif, c'est de pouvoir la boucler au mois de mars. En fait, on est accompagné par une entreprise qui a accompagné justement Phil et Fab de Théo Després et Yann Louboutin, en fait. Oui, qu'on a interviewé il n'y a pas très longtemps dans le podcast. Exactement. Donc, on est accompagné par Attica. Pour l'instant, ça se présente plutôt bien. On n'en a pas parlé, mais je crois que vous avez des actions sociales aussi au Burkina Faso. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Les actions sociales au Burkina Faso, l'idée, c'était vraiment de revenir vers des savoir-faire qui étaient en train de se perdre. Tissage, teinture végétale. Donc, on a formé depuis le début une 50aine d'artisans à revenir vers ces savoir-faire. Il y a une 40aine d'emplois aussi qui ont été créés. Donc, dans l'idée, c'était vraiment d'avoir un impact environnemental et un impact humain. Et on peut penser, souvent quand des entreprises travaillent avec des partenaires du Sud, il y a souvent ce côté un peu faire de l'humanitaire ou autre, aider. Ouais. Non, nous, c'est pas ça. Nous, c'est aller déjà là où il y a des savoir-faire, les restaurer et puis justement dynamiser, créer de l'emploi. Et ces partenaires-là, on les considère comme des partenaires business, pareil que les partenaires qu'on a en France ou au Portugal en fait. Mais l'idée, c'est vraiment de dynamiser ces savoir-faire et puis de faire du business avec eux comme on en fait avec d'autres au Portugal et en France. En parallèle de Umoja, tu as créé Osphère, un concept store breton réunissant des artisans et créateurs autour de la consommation responsable. Pourquoi l'aventure s'est arrêtée après 2 ans ? Osphère, c'était un concept qui fonctionnait sur de l'éphémère. À partir du moment où l'aventure Umoja a commencé, on a été contacté par pas mal d'artisans, d'entrepreneurs qui étaient pas uniquement dans la mode, dans l'artisanat aussi, à Brest et en Bretagne, et qui n'arrivaient pas à avoir une certaine visibilité. Assez rapidement, on a parlé de se réunir, de créer une sorte de collectif et de se regrouper chaque année pour les fêtes de fin d'année, parce que c'est la période où justement les gens consomment le plus, où on peut faire du chiffre d'affaires. Et l'idée, c'était de se réunir dans un point de vente éphémère ici à Brest et de pouvoir vendre nos créations. Donc ça, on l'a fait sur 4 ans en fait. La première édition a été faite rue d'Aiguillon à Brest. C'était dans un petit local, on était juste une dizaine. Et la deuxième édition, on s'est dit, on va essayer de voir beaucoup plus grand. Et là, on a été au Capucin. Et là, on a été une 50aine. Et fait assez surprenant, on a cartonné. On a plus que cartonné. La crainte, en fait, avec le concept Osphère, c'était de se dire, est-ce que les gens sont assez sensibilisés à la consommation responsable, à l'artisanat ? On sait que c'est une niche. Et puis on se demandait à Brest, avec le pouvoir d'achat, est-ce que les gens sont capables d'investir dans ces produits-là ? Mais on a été très surpris. Il y a eu énormément de demandes. On a eu de très très beaux retours. Et tous les créateurs qui étaient dans ce concept-là ont tous été rentables à la fin de l'aventure Osphère. Super. Et d'ailleurs, justement, suite à cette aventure éphémère, l'idée c'était d'en faire un concept permanent. Parce que c'est un concept de magasin éthique avec cette dynamique artisanale, responsable, traçable, transparente. On n'en a pas vu à Brest ni en Bretagne. D'ailleurs, même dans les grandes villes, on en cherche encore avec la dynamique qu'on avait. Donc l'idée, c'était d'en faire quelque chose de permanent. D'ailleurs, suite à ça, on avait créé une structure justement pour le développer de manière permanente ici au Capucin. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire assez rapidement pour des raisons logistiques, financières. Et nous, il fallait aussi qu'on développe Umoja derrière. Et ça devenait un petit peu trop à gérer. Donc ça, c'est pas fait. Du coup, le projet est complètement arrêté ou c'est juste en stand-by et vous envisagez de le reprendre un jour ? Là, il est complètement arrêté parce qu'en dehors de nous, les autres créateurs n'avaient pas cette fibre, en fait, entrepreneuriale assez agressive que nous, on a un petit peu. Donc, ils nous ont dit, on sera là pour vous accompagner, mais on ne peut pas porter le projet, en fait. On ne peut pas porter le concept. Donc, en dehors de Lancine et moi, mon associé, on n'avait pas d'autres qui étaient capables de le porter. Et vu qu'aujourd'hui, nous, d'ailleurs, on est entre le Burkina Faso, Brest, c'est compliqué de pouvoir gérer ce genre de concept à distance. Donc là, aujourd'hui,
il est éteint, mais peut-être qu'il pourra se raviver dans quelques années. 7 ans jamais. Surtout que c'est un très beau concept, en fait. C'est un concept qui n'existe pas. Et dans le bassin brestois, breton, toutes les personnes qui venaient vers nous disaient ça fait du bien, en fait. Parce qu'en fait, clairement, à Brest, à part des grosses chaînes, des gros concepts de fast fashion ou autres, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Des produits, des concepts où il y a des produits avec une âme, en fait. Avec tout un concept qu'il n'y en a pas. Donc, dans quelques années, pourquoi pas, en fait. Je pense que c'est nécessaire, en fait, d'avoir ce genre de concept. On voulait te poser quelques petites questions un petit peu plus personnelles. Quel type d'entrepreneur est-ce que tu penses être ? Ouais. Merci pour la question. Ah ouais, très très dur. Quel type d'entrepreneur je pense être ? J'ai envie de dire opportuniste. Opportuniste, et ça reflète bien aussi l'aventure Umoja. Depuis le début, on a toujours fonctionné à l'opportunité. En se lançant sur ce créneau-là, d'ailleurs, à Brest, en tant que Brestois, 2 personnes, pour dire les choses telles qu'elles sont, noires, venant d'Afrique subsaharienne, on n'avait pas vraiment de modèle de référence, en fait. Je pense que, naturellement, en fait, on a toujours envie de vouloir se référer à quelqu'un, à quelque chose. Donc nous, en se lançant dans l'aventure, déjà, comme je le disais, à Brest, rien que dans la mode, dans la chaussure, on voyait pas beaucoup d'entrepreneurs comme nous, en fait. Mais on s'est dit, ok, il y en a pas, mais on va se lancer. Et l'idée aussi derrière, c'était de pouvoir se dire, demain, s'il y a un jeune Brestois, par exemple, qui a envie de se lancer dans la mode, dans la chaussure, ou je ne sais pas dans quel autre domaine qui n'est pas assez plébiscité ici à Brest, parce que autant dans la tech, dans le milieu de la mer, on peut voir tellement d'entrepreneurs. Donc, pour avoir des repères, c'est assez un peu plus simple. Mais demain, s'il y a un jeune Brestois qui veut se lancer dans un autre domaine, nous, l'idée, c'était de se dire, vas-y, en fait. Tu peux te lancer, tu peux y aller, tu peux y arriver, en fait. Quand je dis y arriver, c'est passer de l'idée du projet à une entreprise qui existe, en fait, clairement. Donc là, on a toujours fonctionné à l'opportunité depuis nos débuts. Et je me considère comme opportuniste parce qu'on a toujours pris les opportunités telles qu'elles arrivaient. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs français ou internationaux qui t'inspirent, justement ? Là, comme ça, je vais prendre plus là dans le bassin de Brest. D'ailleurs, on parlait de Phil et Fab tout à l'heure. Je pense que lorsqu'on est entrepreneur, c'est important de se sentir entouré. Parce qu'autour de soi, il n'y a pas... Bon, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Les gens autour de moi, que ce soit à Brest ou dans mes proches, il n'y a pas d'entrepreneurs. Donc, on se sent parfois très seul, incompris. Parce que j'en parlais avec Yann et Théo de Phil et Fab. Parfois, la famille, les amis demandent « Mais pourquoi tu fais ça ?» D'autant plus qu'au début, même pas au début, quand à un moment, tu te rémunères pas forcément, ça n'avance pas comme tu le souhaitais, parce que ça n'avance pas comme dans le prévisionnel, en fait. Bien sûr. Et là, tout le monde s'interroge, mais pourquoi tu fais ça, en fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu bosses réellement ? Parce qu'autour de toi, forcément, tout le monde bosse, entre guillemets, parce que tout le monde a peut-être en CDI ou salarié. Donc, à un moment, quand tu ne vois pas d'autres personnes comme toi qui vivent les mêmes réalités, c'est très, très dur, en fait. Et tu peux baisser les bras assez rapidement. Ouais. Donc le fait, nous on a eu la chance en étant dans l'incubateur de l'ENSTA, l'En Startup, de retrouver d'autres entrepreneurs qui parlaient le même langage que nous, qui avaient les mêmes difficultés. À un moment, c'était rassurant de se dire, on n'est pas tout seul en fait, ça fait du bien. Et donc quand je vais dire là des entrepreneurs qui m'inspirent, je vais dire, je vais donner un nom, je vais dire par exemple Arthur Rivoal qui fait partie justement de l'incubateur l'En Startup, qui a monté Cédéral Technologies, si je dis pas de bêtises, des tracteurs. Fait des tracteurs électriques, qu'il a finalisé une levée de fonds en fin d'année dernière. Et là, c'est inspirant parce que c'est des entrepreneurs brestois comme nous, du même âge en fait, qui, sans avoir un background entrepreneurial, avec des idées, se sont dit, on se lance, on tente, on teste des choses. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas aussi, tant mieux. Ça reste une belle expérience. Mais l'idée, c'est de montrer aussi qu'on peut avoir des bonnes idées, les concrétiser. Quel est le conseil que tu donnerais au jeune Dieuveil ? Je ne lui donnerai pas de conseil. Pourquoi ? Parce que si je donnais un conseil, il ne serait pas là devant vous, en fait. Donc je le laisserai faire les mêmes erreurs, faire la même chose pour qu'il apprenne par lui-même, en fait. Donc je ne lui dirai rien. Parce que je pense qu'il n'y a pas...
par moment, je me suis déjà retrouvé avec des entrepreneurs ou des jeunes porteurs de projets qui me demandaient à chaque fois « Qu'est-ce que tu peux me conseiller ?» En fait, je dis toujours « Moi, ce que je vais te conseiller, c'est par rapport à mon expérience. » Et moi, la petite expérience que j'ai, elle est liée à la mode, à la sneaker. Le domaine dans lequel tu évolues, je ne le connais pas spécialement. Je ne connais pas les difficultés auxquelles tu fais face. Je ne connais pas ton environnement familial, culturel et autres. Et je ne suis pas toi, en fait. Il n'y a pas mieux que toi-même pour savoir quoi faire. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des barrières, d'avoir des difficultés. C'est toutes ces choses qui nous permettent de nous aguerrir, en fait. En tant qu'entrepreneur, il faut passer par là. Donc, je ne donne pas souvent de conseils parce que je me dis, vas-y et puis tu verras bien par toi-même. Et les conseils, tu les auras par toi-même, par ton expérience. C'est une belle réponse. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On peut me souhaiter de continuer j'ai envie de dire, à entreprendre simplement. Entreprendre, prendre des risques. Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter de moi. On arrive à la fin de l'entretien. On va terminer avec les 3 petites questions de fin de chaque épisode. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? Mon endroit préféré en Bretagne, c'est Brest. C'est Brest, pourquoi ? Parce que quand je suis arrivé en France, il y a un peu plus de 13 ans, je suis arrivé directement à Brest. C'est ici que je me suis construit en tant qu'adulte. C'est ici que j'ai eu mes plus belles amitiés. C'est ici que j'ai découvert les bars, la fête. J'ai envie de dire, je sais pas si ça va être coupé au montage. C'est ici que je me suis découvert construit en tant qu'adulte et mon associé, l'ancienne qui venait de la Guinée, c'est ici que je l'ai rencontré. C'est ici qu'on a lancé le projet Umoja. Et aussi, l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, si Umoja continue à être là, c'est parce qu'on a une bonne partie de notre clientèle qui est bretonne, qui est brestoise. On a cet accompagnement de la région Bretagne, de la métropole de Brest. Par moment, on a tendance à penser que la France ou même la Bretagne, même au départ, on se disait, comme je disais, il n'y avait pas beaucoup d'accompagnement parce qu'on ne savait pas à quelle porte frapper. À partir du moment où on a su à quelle porte frapper, on a vu qu'il y a énormément d'accompagnement, notamment ici à Brest, dans l'entrepreneuriat. Donc Brest, c'est un endroit très cher pour moi, qui me tient à cœur. Donc c'est mon endroit préféré en Bretagne. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Pour moi, être breton, c'est aimer la mer et la vie. J'ai envie de dire. D'ailleurs, fait très intéressant, au Burkina Faso, où je vis une partie de l'année, une de mes colocs, il n'y a pas longtemps, était de Carhaix. C'est assez fou, en fait. Ah ok, la Bretagne me suit, même jusqu'ici. Les Bretons sont partout. Exactement. Quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne ? L'entreprise qui t'inspire ? L'entreprise qui m'inspire, là, je vais revenir à ce que je disais sur Arthur Rivoal de Cénéral Technologies, avec son projet de tracteur électrique que je trouve très osé, en fait. Très osé, donc je pense que c'est quelqu'un à suivre. Ouais. C'est bien noté. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site web de Umoja ? C'est Umoja, UMOJA-6 shoes, SHOES.com. Super. Pour nos auditeurs qui voudraient continuer la conversation avec toi, est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, Dieuvey Ngoubou. Sinon, ils peuvent nous contacter directement sur le site Umoja et puis ce sera un plaisir pour moi de répondre à toutes leurs interrogations. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Dieuvey. Merci. Merci à Dieuvey Ngoubou de nous avoir présenté Umoja et ses superbes sneakers végétales. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Dieuvey, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!